Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Opération Torture. Le 20 juin 2000 paraissait en première page du Monde un article de Madame Florence Baugé sous le titre « Torturée par l'armée française en Algérie, Lila recherche l'homme qui l'a sauvée ». Il s'agissait d'un entretien entre Madame Baugé et une Algérienne, Madame Ouisa Iguilariz, dite Lila ou Louisette, haut fonctionnaire en retraite de l'État algérien mais aussi ex-membre du dernier groupe terroriste ayant sévi à la fin de la bataille d'Alger. Le titre de cet entretien est quelque peu hypocrite. Certes, l'article se termine par le paragraphe suivant. Elle ne sait presque rien de Richaud, sinon son nom pour l'avoir entendu, mais elle n'est pas sûre de l'orthographe, sa fonction probable, médecin militaire et son grade commandant. Et cette phrase suit celle-ci. Elle cherche désespérément son sauveur. Ce souhait est même devenu une idée fixe, une obsession. Et Madame Baugé cite Lila. J'ai envoyé des messages partout avec de moins en moins d'espoir de le retrouver vivant. S'il l'est encore, il doit avoir à peu près 85 ans. Je ne veux qu'une chose, lui dire merci. Lila a été blessée grièvement et capturée à la fin de la nuit du 28 au 29 septembre 1957, lors d'une opération conduite dans la région de Chebli, à 20 km au sud d'Alger, par la 2e compagnie du 1er régiment étranger de parachutistes, 1er REP, commandé par le capitaine Izquierdo. Cette opération visait à capturer, à nouveau, Saïd Bakel, chef terroriste fait prisonnier le 6 août 1957 par le 3e régiment de parachutistes coloniaux, 3e RPC, comme le précise en première page l'Écho d'Alger du 30 août 1957. Confié le 4 septembre au 1er REP, Saïd Bakel s'évada au cours d'un transfert le 10 septembre, comme l'indique Serge Bromberger dans Les Rebelles algériens, édité chez Plomb en 1958. Le 29 septembre, Bakel se défendit et fut tué. Lila fut trouvée à ses côtés. Elle fut transportée à l'hôpital Mustapha d'Alger par l'adjudant-chef Valich dont le témoignage a pu être recueilli par La Voix du combattant, publication mensuelle de l'Union nationale des combattants. Convaincue d'avoir appartenu à un groupe terroriste, elle fut condamnée et resta en prison en Algérie puis en France jusqu'à la fin de 1960. Elle bénéficia alors d'une mise en liberté conditionnelle. Elle en profita pour rejoindre un groupe terroriste sévissant en France, dirigé par un certain Slimane Amira. Sa sœur Malika, également bénéficiaire d'une liberté conditionnelle, militait dans ce groupe. 3 semaines après, en février 1961, le groupe Amira fut démantelé et Louisette se rendit d'elle-même à la police comme en atteste le rapport de la Commission de sauvegarde du droit et des libertés individuelles, dossier numéro 3223 du ministère de la Justice. Elle retournera en Algérie en mars 1962, bénéficiant comme tous les autres condamnés des dispositions des accords d'Évian. Elle disposait d'un bon bagage scolaire, reprit des études et obtint une licence de psychologie et un DEA de sociologie. Elle entama une carrière qui la conduisit à des postes importants, et elle prit sa retraite en 1989. Ce n'est donc pas tout à fait une Algérienne ordinaire, comme le dit Florence Baugé. D'autant que ses fonctions la conduisirent à parcourir le monde et à revenir plusieurs fois en France. En dépit de ce parcours, elle prétend qu'en 43 ans de 1957 à 2000, elle n'a pu retrouver alors qu'elle le cherchait désespérément, un médecin militaire dont le nom avait été cité par plusieurs auteurs, en particulier le général Massu. C'est difficile à croire mais cela n'a pas choqué plusieurs commentateurs qui lui ont servi de porte-voix. Mais il y a encore plus étonnant. Madame Baugé, journaliste d'investigation d'un grand quotidien, prétend elle aussi avoir recherché pendant plusieurs semaines le docteur Richaud en 1999 à 2000 avant d'en découvrir une trace. Bien évidemment, dès la parution de l'article du 20 juin 2000, des journalistes plus avisés ont sonné aux bonnes portes. L'Ordre des médecins et la Direction centrale du service de santé des armées. Après quelques jours, ils prirent contact avec Madame Richaud-Lassarou, l'une des 2 filles du docteur Richaud, décédée après avoir pris sa retraite avec le grade de médecin général. Madame Richaud-Lassarou précisa d'ailleurs qu'en 1957 la famille Richaud résidait à Alger et que ni elle ni sa sœur n'ont été séparées de leur père plus de quelques jours. Or dans l'article de Florence Baugé du 20 juin 2000, on peut lire « Je n'ai pas vu ma fille depuis 6 mois », phrase attribuée par Lila au docteur Richaud. En fait,
le titre de l'article du 20 juin n'était qu'un leurre. Fausse ou en partie authentique, la prétendue recherche désespérée du docteur Richaud était destinée à générer la pitié et à faire passer l'essentiel. Et bien sûr, Lila, qui pourtant n'était à l'époque qu'un modeste agent de liaison d'un groupe terroriste complètement neutralisé depuis plus d'un mois, ne pouvait avoir été interrogée par n'importe qui. À savoir par un simple officier du LEREP, régiment qu'il avait capturé et qui resta affecté à Alger jusqu'au 23 octobre 1957. Sa supposée importance, selon elle-même, était telle qu'elle devait être confiée d'emblée au capitaine Graziani, numéro 2 du service de renseignement ou 2e bureau de la 10e division parachutiste, 10e DP, au quartier général de cette division situé dans le quartier d'Hydra. Qui plus est, plusieurs interrogatoires se seraient déroulés en présence du général Massu ou du lieutenant-colonel Bijard, après 3 semaines d'incarcération, soit à partir du 22 ou du 23 octobre. Comme Graziani traité de pervers, Massu et Bijard font dans le texte de Lila Boger l'objet de violentes injures. Le calvaire de Lila aurait duré presque tout le dernier trimestre de 1957. La bataille d'Alger était pourtant terminée depuis l'arrestation, le 24 septembre, par le premier REP, de Yachef Saadi, chef de l'organisation de tortionnaires et de terroristes dite Zone autonome d'Alger, ZAA. Ce fait capital n'empêchera pas Lila de prétendre, dans un livre publié en juin 2001 sous le titre Algérienne, que ces interrogatoires et l'intervention du docteur Richaud pour faire cesser ses souffrances s'étaient déroulés en plein cœur de la bataille d'Alger. Il se trouve qu'après avoir été affecté le 29 avril 1957 au 3e RPC, commandé par le lieutenant-colonel Bijard, j'ai participé, du 20 juillet au 4 septembre 1957, à la fin de la bataille d'Alger et contribué à la neutralisation du groupe de terroristes que commandait Saïd Bakel et dont Lila faisait partie. Tous les membres de ce groupe furent dénoncés et localisés par le prédécesseur de Bakel, Ali Moulet. 2 d'entre eux, Bakel et Malika Iguilariz, sœur de Lila et transporteuse de bombes, furent arrêtés dans la nuit de 5 au 6 août, les autres, le 6 août au petit matin à leur domicile. Avec Bakel et Malika fut arrêté Gandrich Hassen, chef d'une autre région de la ZAA qui jouera les jours suivants un rôle capital dans le démembrement de cette organisation. Le 3e RPC, après 2 opérations en Kabylie et dans la zone de Miliana après le 4 septembre, avait été détaché à partir du 22 octobre dans les territoires du sud autour de Colombéchar et de Timimoun pour y remplir une mission de la plus haute importance. Il s'agissait de sécuriser un territoire comportant le CIES. Centre interarmé d'essais spéciaux, le polygone de Regan et les zones de reconnaissance des prospecteurs pétroliers. Pour l'avoir côtoyé quotidiennement, j'ai la certitude absolue que le lieutenant-colonel Bijard ne s'est jamais rendu à Alger pendant cette période qui dura 2 mois, du 22 octobre au 23 décembre 1957. Il était d'ailleurs temporairement aux ordres du général commandant les territoires du Sud et non plus du général Massu, et en fait, il dépendait directement du général Salan commandant en chef. Ayant été en Indochine, un proche du capitaine Graziani avec qui j'avais partagé une captivité pas très agréable dans les camps Viet Minh, j'avais été un lecteur attentif du récit publié par Yves Courrière dans Le Temps des Léopards évoquant les relations entretenues entre Djemila Bouired, célèbre terroriste et proche collaboratrice de Yachef Saadi, et mon ami Graziani. Je considérais donc les accusations portées contre ce dernier comme plus que douteuses. S'agissant du général Massu, je n'avais jamais mis les pieds à son quartier général durant mon séjour en Algérie, qui dura jusqu'en novembre 1959. Je m'entretins donc avec son ancien aide de camp et des officiers de son état-major, qui m'ont tous indiqué que le général Massu n'avait rencontré en 1957 que les 2 chefs successifs de la ZAA. Larbi Ben Mehdi et Yachef Saadi. Même les chefs de région, la ZAA comportait 3 régions, arrêtés par les soins de mon unité en août 1957. Arrestations qui firent à l'époque grand bruit comme en atteste la première page de l'Écho d'Alger du 30 août 1957, déjà cité, n'ont jamais rencontré Massu, et à l'exception de l'un d'entre eux, Atta Babi Breda, ils n'ont jamais rencontré Bijard. Et Lila voudrait nous faire croire que l'un ou l'autre se serait, fin 1957, intéressé à elle alors qu'ils avaient bien d'autres tâches à accomplir et que la bataille d'Alger était terminée.
Fort de tout ce que je savais, j'écrivis au directeur du Monde en juillet 2000, comme plusieurs autres officiers de la 10 EMCDP, pour préciser que Madame Higuilarys avait peut-être été torturée, mais que j'étais absolument certain que ce ne pouvait être en présence de Bijard, que par ailleurs je doutais fort qu'elle ait été torturée par Graziani, et qu'enfin il était pas sérieux de prétendre que Massu ait assisté plusieurs fois à des interrogatoires dont la durée même, 2 mois et demi, était invraisemblable. Comme je n'étais pas cité dans l'article du 20 juin, je ne pouvais exiger de droit de réponse. Je ne fus donc pas publié. Les correspondances des autres officiers non plus. Le général Bijard n'écrivit pas au Monde mais déclara publiquement, y compris dans une réponse à Florence Baugé publiée dans Le Monde du 22 juin, qu'il s'agissait d'un tissu de mensonges. Le général Massu déclara qu'il n'avait aucun souvenir de Lila. II confirma que la torture avait été utilisée durant la bataille d'Alger, ce que tout le monde savait depuis longtemps, et certains commentateurs n'en demandèrent pas plus pour considérer qu'il avait validé les déclarations de Madame Higuilarys. Les réactions de ceux qui mettaient en doute le récit de Lila et qui avaient la certitude que sur des points importants, elle disait au minimum des contre-vérités, étaient ignorées du grand public. De leur côté, les contempteurs habituels de l'armée française reprenaient l'article de Florence Baugé sans jamais s'inquiéter des invraisemblances qu'il contenait. Je les rappelle. Interrogatoire de 82 jours, alors que la bataille d'Alger était terminée et la 10e DP réorientée vers les missions conformes à sa vocation. Interrogatoire mené non pas par un officier du 1er TREP, alors que ce régiment avait appréhendé Lila et quelques jours avant, Yachef Saadi en personne, mais par un officier de l'état-major de la 10e DP. Comportement pour le moins surprenant attribué à cet officier, le capitaine Graziani, qui quelques mois avant s'est montré particulièrement correct avec une poseuse de bombes proche de Yachef Saadi, Djemila Bouired. Présence, lors de plusieurs de ces interrogatoires, du général Massu ou du lieutenant-colonel Bijard. Recherche désespérée, pendant des dizaines d'années, d'un médecin militaire qu'un enquêteur moyennement doué aurait retrouvé en quelques semaines voire en quelques jours. On ne s'étonnera pas que certains commentateurs, toujours à l'affût de ce qui peut porter atteinte à la réputation des forces de l'ordre, en témoignant d'ailleurs pour la plupart d'entre eux d'un manque d'intérêt total pour les victimes du terrorisme, n'aient pas cherché à en savoir plus et aient accepté comme argent comptant le récit de Lila et de Florence Baugé. En revanche, qu'une historienne, Madame Raphaël Branche, n'ait pas été troublée par les invraisemblances du récit de Lila est beaucoup moins acceptable. Or elle écrit à la page 335 d'un ouvrage publié en août 2001 sous le titre La torture et l'armée, le témoignage de Louisette Higuilarys révèle la jeune femme plâtrée sur tout le côté droit du corps. Madame Branche avait les moyens de s'informer davantage, d'une part en consultant les journaux de marche et opérations du 1er REP et du 3e RPC, auxquels elle avait eu accès, et d'autre part en s'entretenant avec certains acteurs des deux camps ayant vécu la fin de la bataille d'Alger, comme l'avait fait en son temps Yves Courrière. En juin 2001, Madame Higuilarys, en collaboration avec Anne Niva qu'elle présente comme le co-auteur de son livre, publiera chez Fayard Kalman Levy un ouvrage, Algérienne. Elle revient sur son itinéraire personnel, en particulier durant la fin de la bataille d'Alger et sur sa captivité. On peut y relever de nouvelles invraisemblances, inexactitudes et contre-vérités, sur lesquelles je reviendrai et qui auraient dû alerter Madame Niva, pourtant présentée elle aussi comme une journaliste d'investigation. Madame Niva aurait pu s'informer sommairement sur la bataille d'Alger. Ceci lui aurait évité de partager la responsabilité d'écrits parfois fantaisistes et en particulier, d'indiquer à la page 17 qu'en décembre 1957 on était au plus fort de la bataille d'Alger, alors que cette bataille était achevée depuis au moins 2 mois. Cette même année 2001, en avril, les éditions Perrin avaient publié sous le titre Services spéciaux Algérie 1955 à 1957, les souvenirs de la guerre d'Algérie du général Ossarès. Le capitaine Ossarès avait, de janvier à mai 1957, commandé à Alger une cellule autonome antiterroriste. Cette publication faisait suite à une interview du général publiée dans Le Monde. L'ouvrage d'Ossarès donna lieu à un procès très médiatisé. Plusieurs associations,
qui considérait que cet ouvrage constituait une apologie de la torture et des exécutions sommaires, poursuivirent le général et son éditeur. Ils furent l'un et l'autre condamnés en première instance et en appel. Le livre d'Ausarès fut néanmoins, ou à cause de ce procès, un grand succès de librairie. À noter que personne ne se soucia de savoir si Algérienne, par certains aspects, faisait l'apologie du terrorisme. Reste à savoir quel est le rédacteur de services spéciaux. Madame Baugé, à la barre et sous la foi du serment, a affirmé que ce livre n'avait pas été rédigé par Ausarès mais par un écrivain commis à cet effet par les éditions Perrin, M. Claude Ribes. Ce dernier, toujours à la barre, a affirmé qu'il s'était borné à quelques corrections. Je me suis contenté de corriger quelques imperfections de syntaxe et l'ouvrage a été envoyé tel quel à la maison d'édition. Il ne m'est jamais arrivé d'écrire pour les autres. Madame Baugé souhaitait écrire ce livre. Elle regrette qu'il n'ait pas le style Baugé. De son côté, Madame Baugé, à une question du président du tribunal, vous a-t-il, Ausarès, parlé de Claude Ribes ? Répond, c'est moi qui lui ai posé la question, ce livre vous ne l'avez pas écrit ? Il m'a répondu non. Mais qui l'a écrit ? Il n'a pas voulu me répondre tout de suite. Puis devant mon insistance, il m'a dit que c'était Claude Ribes, un normalien très brillant qui lui avait été présenté par une amie très proche. Quand je lui ai demandé qui était cette amie, il m'a répondu « Christine de Viéjoncourt ». Toutes les citations précédentes figurent dans les notes d'audience. Alors qui ment au sujet de cet auteur ? Claude Ribes ou Florence Baugé ? Toujours est-il que Florence Baugé, qui accuse Claude Ribes de faux témoignages, ne craindra pas par la suite d'ajouter foi à un de ses propos. Celui-ci lui aurait dit qu'au cours d'un déjeuner au restaurant, à Montargis, en compagnie du général Ausarès et de Madame Massu, le général Massu lui aurait dit de Gratiani qu'il était bien capable d'avoir fait ce que lui reprochait Louisette Iguilarize. Or Madame Massu, qui a assisté à tout l'entretien entre Claude Ribes et Massu, atteste que son mari n'a jamais tenu un tel propos et qu'il avait beaucoup d'estime pour le capitaine Gratiani. Toujours en juin 2001, j'étais de mon côté pris à partie par Le Monde et FR3, M. Philippe Bernard pour Le Monde et Élise Lucet pour FR3, qui avaient recueilli les témoignages de 3 anciens membres du dernier groupe terroriste dont disposait encore à Alger Yachef Saadi en juillet 1957. Il s'agissait d'un dénommé Ali Moulet, chef de ce groupe avant Saïd Bakel, et de 2 poseurs de bombes, Madame Malika Korish et M. Rachid Ferrahi. Ali Moulet est à l'origine de l'arrestation de la quasi-totalité de son groupe et même, on peut l'affirmer, du démembrement de la zone autonome d'Alger, pour reprendre l'expression de Yachef Saadi. Quant aux 2 autres, ils ont été arrêtés le 6 août 1957 au matin quelques heures après leur nouveau chef Saïd Bakel. Ils ont été remis quelques jours après à la justice, comme le précise l'Écho d'Alger du 14 août et comme l'indique Madame Iguilarize elle-même dans son livre Algérienne. Ceci n'empêchera pas Madame Korish de prétendre avoir été torturée durant 2 semaines, de 21h à 3h du matin, à partir du 7 août, en présence du lieutenant Schmitt. Les inexactitudes contenues dans ces témoignages, comme celles que j'ai relevées au même moment, juin 2001, dans l'ouvrage de MMES Niva Iguilarize, m'ont conduit à rédiger un essai sous le titre Alger-été 1957, une victoire sur le terrorisme. Cet essai aurait dû être proposé au public fin septembre 2001. Les attentats du 11 septembre 2001 ont conduit un éditeur à renoncer à sa publication compte tenu du contexte de l'époque. L'Harmattan accepta ensuite de le faire paraître, mais il ne sortit en librairie qu'en janvier 2002. Il fit l'objet de quelques articles de presse. Je participais à quelques débats radiophoniques. Mais surtout, cet essai me valut d'être invité par MFO. Gisbert a participé à une émission de culture et dépendance qui faisait suite à la projection des 3 épisodes, sur FR3, d'un documentaire télévisé de Patrick Rothman L'ennemi intime, et à la publication par le même auteur d'un livre éponyme. À la suite de cette émission, Madame Iguilarize et un certain Monsieur Pouillot, qui avait servi en Algérie en 61 à 62, se sont estimés diffamés par mes propos et m'ont poursuivi. Ce fut le début d'une série de péripéties judiciaires qui s'achevèrent le 9 janvier 2007. Il m'a paru nécessaire de résumer ces 5 années, ne serait-ce que pour l'information de tous ceux qui m'ont apporté un soutien sans faille durant cette période. 2.
Le débat du 6 mars 2002. Aux environs du 10 février 2002, j'ai reçu un appel de Franz-Olivier Gisbert que je connaissais pour l'avoir rencontré lorsque j'étais chef d'état-major des armées. Il me dit qu'il organisait un débat entre personnalités ayant vécu en tout ou en partie la guerre d'Algérie et ayant récemment publié un essai sur cette période. Il avait déjà contacté le président Ben Bella, l'historien algérien Mohamed Arbi et maître Gisèle Halimi. Il avait lu mon livre Alger été 1957, une victoire sur le terrorisme et souhaitait ma participation. Le débat devait être enregistré le 4 mars dans l'après-midi et être présenté au public le 6 dans le cadre de l'émission Culture et Dépendance, qu'il animait et que produisait FR3, après la projection du dernier épisode d'une trilogie produite par Patrick Rothman sous le titre général L'ennemi intime. Il y avait 3 projections prévues: Pacification 52 minutes, Engrenage 52 minutes, État d'armes 100 minutes. C'est après la projection d'État d'armes que devait se situer le débat, auquel Patrick Rothman devait également participer. Tout en faisant observer à FO. Gisbert que la composition des intervenants me paraissait déséquilibrée, j'estimais ne pas pouvoir me dérober. FO. Gisbert m'indiqua qu'il allait m'envoyer l'enregistrement de L'ennemi intime, l'ouvrage éponyme qui en est en quelque sorte le scénario, et les œuvres de Gisèle Halimi, avocate irrespectueuse, et Mohamed Arbi, Une vie debout. Je reçus rapidement l'ensemble, vers le 15 février, et quelques jours après, l'honneur de la guerre du colonel Déodat Puy-Montbrun, que FO. Gisbert avait également invité, probablement pour rééquilibrer sa table ronde. Je constatais que Madame Iguilaris n'était pas conviée, alors que son entretien avec Florence Baugé, publié dans Le Monde du 20 juin 2000, avait relancé les polémiques sur l'emploi de la torture en Algérie, et alors qu'elle avait publié en juin 2001 Algérienne, dont j'avais relevé quelques contre-vérités dans Alger été 57, une victoire sur le terrorisme. Des réceptions, je regardais les 204 minutes du documentaire de Patrick Rothman. La première partie me parut relativement équilibrée. Elle évoque les violences commises par le FLN contre les populations pour établir son autorité, contestée à l'époque par le mouvement nationaliste algérien, MNA, de Messali Hadj, et pour provoquer la répression. Mais elle insiste déjà beaucoup plus sur cette répression, à laquelle les 2 autres parties sont pratiquement totalement consacrées. La fin d'état d'armes n'élude pas les drames vécus par les harkis, mais sans insister sur ce qu'ont vécu dans leur conscience, ceux qui les avaient recrutés et encadrés avant de recevoir l'ordre gouvernemental formel de les désarmer, de les abandonner et surtout de ne pas faciliter leur transport vers la France. J'ai lu tous les autres ouvrages, en particulier celui fort intéressant de Mohamed Arbi, qui ne craint pas d'écrire qu'au début des années 50, les Algériens se répartissaient entre ceux qui voulaient rester français sous réserve que leur sort soit amélioré, en fait, qu'il n'y ait plus en Algérie que des Français à part entière. Pour reprendre la célèbre phrase du général de Gaulle au Forum d'Alger en 1958, et ceux qui prenaient la lutte pour l'indépendance et qui participèrent à Action armée à partir de 1954. Mais disposant de peu de temps, je me concentrais sur les productions de Patrick Rothman, car j'avais noté dans les 3 épisodes, surtout le second et le 3e, des témoignages de militaires français qui me paraissaient faux, au moins pour 2 d'entre eux, et parfaitement aberrants pour 2 autres car ils évoquaient des comportements totalement marginaux. J'utilisais, pour préparer l'émission, le livre L'ennemi intime plutôt que le film. C'était plus pratique. À aucun moment je n'ai pensé que la totalité des témoignages était inexacte ou contestable, et j'ai même dit exactement le contraire au cours du débat. Allais-je contester les déclarations des lieutenants à l'époque, Allaire, Meyer et Fèvre ou du sénateur Jean Faure? Or, dans une attestation écrite produite en justice, Patrick Rothman a écrit que j'avais contesté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.